Bonsoir. La situation sécuritaire du pays est inquiétante. Le dire, c'est bien sûr ouvrir une porte, enfoncer une porte ouverte. Ajoutant à cela les difficultés socio-économiques, on peut également constater que le Cameroun traverse une période particulière. D'autant plus particulière que dans un peu plus de 2 semaines, les électeurs seront mobilisés pour choisir le futur président de la République. À moins de 48 heures de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le débat politique, lui également, n'est pas des plus détendus. Pour résumer, fébrilité sur la frontière Est, relative stabilité à l'extrême nord, affrontements récurrents dans le nord-ouest et le sud-ouest, chômage, manque d'énergie. Et j'en passe, certains observateurs n'hésitent pas à tirer la sonnette d'alarme et inviter les partis à tenir un discours de paix. La société civile, un peu plus esselée, veut faire entendre sa voix. La All Anglophone Conference a son rendez-vous en novembre. Le REDAC, le Comité citoyen pour la transparence et l'exercice des libertés, COCITEL, multiplie des sorties pour inviter le gouvernement et les candidats à prendre leurs responsabilités. Dans ce concert, des jeunes sortent du bois pour également se faire entendre. C'est le cas de l'Association de la jeunesse républicaine du Cameroun, dont le coordonnateur national est notre hôte ce soir, Serge Angoni Ongini. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent par le monde. Bonsoir surtout à tout le Cameroun et spécifiquement à nos vaillants soldats qui sont sur le front pour préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Vous êtes parti de Yaoundé spécialement pour ce rendez-vous. Merci de vous avoir sacrifié de votre temps. Et heureux, j'espère que vous avez découvert Douala. Oui, je connais très bien Douala. J'y ai fréquenté ici au collège Liberman. D'accord. Donc je maîtrise très bien la ville. Vous savez également Douala la rebelle. Peut-être dans le temps. Je pense que les choses évoluent. D'ailleurs, j'ai vu sur les images en boucle dans les télévisions la méga mobilisation que le ministre de l'administration territoriale a fait avec les motos-taxis. Ça veut dire que beaucoup de choses changent à Douala. Alors cela dit, jeunesse républicaine du Cameroun, j'ai failli dire un nom bien ronflant. Il n'est pas ronflant, il est juste à sa place. Parce que la République, c'est ce qui nous unit. Et nous sommes les fils de la République. Et en cela, nous nous y reconnaissons par les valeurs qu'elle prône. Et nous avons donc choisi ce nom qui non seulement est rassembleur, mais il est en plus de cela, il est fédérateur, mais il détermine notre appartenance à cette chère patrie, le Cameroun, que nous chérissons tant et que nous voulons voir se développer davantage et atteindre l'émergence tant prônée par les gouvernants en 2035. En 2 mots comme en 10, c'est quoi ce mouvement, la jeunesse républicaine du Cameroun, en termes de représentativité, en termes de, je vais dire, de quantité, si on peut en dire un mot? C'est une dynamique jeune qui dépasse les clivages. J'ai envie de dire que c'est le plus grand mouvement de rassemblement en ce moment au Cameroun qui regroupe en son sein toutes les composantes sociologiques de notre Cameroun, qui ne marginalise personne et surtout qui se définit comme une force de proposition. Et cette spécificité, nous avons voulu l'apporter parce que nous avons observé sur le champ social camerounais que tout ce qui était fait ou tout ce qui était dit était davantage dans le sens critique. La critique, certes, elle aide à construire, mais davantage, il faut proposer. Parce que quand vous avez été chez les autres, vous vous rendez compte que s'ils font des bons de développement, c'est parce qu'ils apportent des propositions. Et des propositions, nous sommes conscients, convaincus que les jeunes, ils en ont, surtout que les jeunes représentent plus de 65% de la population, et c'est là où on retrouve l'intelligentsia, et c'est avec l'intelligentsia qu'on développe un pays. Donc, tous ces éléments-là ont concouru à ce que nous nous définissions comme cette jeunesse-là qui se veut une force de proposition pour accompagner ceux qui sont là, et peut-être même bien pour être des acteurs de premier choix. La jeunesse, elle est diversifiée. Oui. Elle est même, j'ai failli dire, classée par compartiment. Il y a cette jeunesse qui n'est pas toujours au sommet de l'institution. Il y a cette jeunesse qu'on retrouve dans l'informel. Il y a cette jeunesse qu'on retrouve dans divers secteurs d'activité qui n'est pas forcément toujours heureuse, qui a souvent faim, qui n'est pas travailleuse. En termes de représentativité, comment est-ce que votre mouvement se situe-t-il par rapport à ces caractéristiques de la société? C'est un mélange de tout cela, mais davantage nous avons mis un accent sur ceux-là qui vont à l'école,
qui sont aussi entreprenants, parce que la somme de ces expériences-là nous permet de dégager des solutions probantes qui puissent aider à améliorer nos conditions de vie. Et tout à côté, nous n'avons pas oublié ceux qui n'ont pas été instruits ou formés, parce que c'est tout ça qui constitue la jeunesse. Parce que voyez-vous, la précarité en milieu jeune, elle est très élevée à cause du chômage, à cause de la pauvreté. Donc, nous avons plutôt choisi l'axe de nous retrouver tous ensemble, mais avec une caractéristique première, c'est que chacun puisse apporter le sien, sa petite expérience. Et c'est cette jeunesse-là que nous avons. Donc, c'est ces différentes composantes sociales, ces différentes couches, ces différentes ethnies, parce que c'est aussi une richesse que nous avons intégrée dans notre mouvement pour donner le cocktail républicain dans son plein sens, afin que nous puissions apporter du nôtre à la construction de cette nation que nous savons grande et que nous voulons davantage prospère. Est-elle repartie sur l'étendue du territoire? Elle n'est pas encore... En termes de structuration, comment est-ce que... En termes de structuration, nous sommes au sud-ouest, nous sommes dans le littoral, nous sommes dans le centre, nous sommes dans l'est, nous sommes dans le sud, nous sommes à l'extrême nord. Et voilà, et nous allons continuer ce chemin parce que ce n'est pas facile, ça il faut le préciser, parce que les moyens, nous n'avons pas des grands moyens. C'est avec nos petites mains qu'on essaie de se construire, mais chemin faisant, nous continuons la dynamique et nous allons nous retrouver partout, même dans les départements. Et à partir de là, je veux dire, vous essayez d'évaluer à chaque région les spécificités, les réalités de la jeunesse qui s'y trouve. Effectivement, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons décidé d'être cette force de proposition, parce que chaque région, chaque zone a ses problèmes. Et s'il faudrait apporter une solution à certaines questions, il faudrait qu'elle soit inspirée des localités. Et on ne peut pas le faire étant loin. Surtout que nous avons observé le champ social, peut-être même politique, et nous avons observé que généralement les gens viennent et s'asseyent. L'honneur que vous me faites d'ailleurs ce soir de me recevoir sur votre plateau, ils viennent, ils s'asseyent et ils commencent à dire des belles choses, dégager des belles diatribes, mais ils n'ont pas touché la réalité du doigt. Il est toujours important de toucher la réalité du doigt et elle ne peut être portée que par ceux-là qui la vivent au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons exclu les zones, qu'elles soient lointaines, mais nous disons, petit à petit, nous nous construisons. Mais cela dit, et vous le faites bien de le remarquer, on reçoit sur ce plateau, dans ce fauteuil rouge, une diversité de personnalités. Mais vous, qu'apportez-vous de nouveau au débat? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, de fondamental dans votre position, d'autant plus que vous le dites assez haut et fort, votre position de jeune? La voix des jeunes dans son authenticité. Vous savez, les gens parlent souvent pour les jeunes. Ils ne consultent même pas. Ils ne connaissent même pas aussi bien nos problèmes, nos difficultés. Parce que je suis avec ceux qui sont à l'université au quotidien. J'ai des commerçants, des bayam selam, des sauveteurs. J'ai même des cadres d'entreprise. Certains directeurs ou sous-directeurs qui sont membres de notre association. Donc, on ne peut pas parler au nom des jeunes sans que les jeunes même soient mis en avant. Et généralement, vous vous rendez compte que les gens parlent à notre place sans nous consulter ou sans se concerter avec nous. Et nous avons donc décidé de changer la donne. Tout simplement, il faut monter au créneau parce que nos préoccupations et même notre vision de ce pays n'est toujours pas telle que les autres la définissent. D'autant plus qu'ils ne tiennent pas en compte ce qui serait nos réelles préoccupations. Donc, vu sur cet angle, c'est la voix authentique de la jeunesse que nous venons apporter. Et aussi, notre projection en termes de vision. Parce que, comme je l'ai dit, le jeune, c'est celui-là qui rêve. Et quelqu'un qui rêve, c'est un idéal. Et vous ne pouvez pas emprunter l'idéal qui est dans ma tête ou que je constitue et essayer de décrypter ou expliquer certaines choses que moi seul aimerais voir pour mon Cameroun. Donc, c'est l'authenticité et c'est ça qui va nous démarquer. Parce que, comme je l'ai souligné, être une force de proposition, ça veut dire travailler énormément, réfléchir. Parce que je vous dirais par exemple que nous, dans notre association, nous avons conçu un projet qui s'appelle le CIC, le Centre d'intelligence camerounais, qui peut offrir 2,5 millions d'emplois en 3 ans.
Personne n'a Vous réussi à le rentrez faire. facilement dans le discours politique, politicien, on dirait. Non, 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 non. Parce que je le dis, ça fait plus d'1 an que je le dis, parce que nous y avons travaillé, ça fait plus de 2 ans. Et cette expérience-là, cette inspiration nous est venue lors d'un séjour en Allemagne, où nous avons vu comment les gens travaillaient là-bas. Nous avons aussi pris l'exemple de l'Afrique de l'Est, qui va très vite au Kenya, au Ouganda, au Rwanda, et nous avons décidé de faire quelque chose. Qu'on peut dire quoi? Ce n'est qu'à la force du travail qui se repose sur l'intellect qu'on peut se développer. Parce que quand les gens parlent, on parle de modèle. Le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est une somme d'idées qui sont travaillées, peaufinées, pour permettre à ce qu'un développement puisse se suivre à travers des mécanismes qu'on met sur pied. Et c'est à cela que le centre d'intelligence camerounais que nous avons pensé pourrait servir. Aujourd'hui, nous parlons, puisque nous sommes partis du postulat que nous avons des problèmes de précarité et surtout de chômage. Parce que vous voyez, on stigmatise beaucoup les jeunes, on dit ils sont rebelles, ils sont paresseux, ils vont à l'immigration, mais ce n'est pas toujours facile. Vous savez, quand quelqu'un a faim, c'est difficile. Il faut se mettre à leur place. Moi, quand on m'appelle Cordeau, les gens croient que moi j'ai, pourtant je n'ai pas. Mais c'est avec des mots, mais vous n'allez pas nourrir les gens avec les mots tous les jours. Il faut pouvoir les apporter un substrat qui leur permette de se sentir mieux. Mais bien plus, nous avons donc pensé qu'en ayant des propositions qui pourraient être reprises par des gouvernants et les véritables décisionnaires, ça permettrait à un Cameroun d'évoluer, parce que vous connaissez l'histoire du Japon. Le Japon, c'est l'intelligence qui a mis le Japon où il est là. Vous connaissez l'histoire de la Corée du Sud. En moins de 15 ans, c'est un bond. Donc, ça nous parle. Ça nous parle et ça nous demande de nous réinventer. Et nous pensons que nous pouvons aider véritablement à cela, non seulement de critiquer, parce que bien que la critique élève, elle n'apporte pas toujours des solutions, parce qu'après, il faut aller chercher des solutions, et des solutions consolidées. Alors, je l'ai dit à l'entrée, j'ai d'ailleurs fait un descriptif un peu de la situation, mais évidemment de mon point de vue, qui n'est pas une science universelle ou absolue. La jeunesse, 48 heures avant la campagne présidentielle électorale, Oui. un peu plus de 2 semaines avant l'élection proprement dite du 7 octobre prochain, dans un contexte, on l'a dit, généralement pas tout à fait serein. Oui. Quel est le regard de la jeunesse camerounaise que vous représentez dans cet ensemble-là? Le regard de la jeunesse dans cet ensemble est que nous sommes un peu déçus. D'accord. Nous sommes un peu déçus par tout ce qui se passe autour de cette élection présidentielle. Parce que nous nous attendons véritablement à des propositions d'alternatives et non d'alternance, mais bien plus que l'on mette au centre de cette année électorale la question de la paix. Elle est un peu remise, je n'ai pas envie de dire au deuxième plan, mais elle est véritablement en recul. Et ça nous amène à nous interroger sur l'avenir de ce pays, sur la place même que la jeunesse occupe au centre des politiques que proposent nombre de ceux qui aimeraient accéder à la magistrature suprême. Donc ce regard de déception nous crée un pincement au cœur, parce que nous, quand vous discutez avec nos jeunes compatriotes dans les rues, ils vous disent qu'ils ont peur. Ils ont peur. Je suis souvent à vos émissions régulièrement. On parle aujourd'hui des mots qui, je ne sais pas d'où ces mots sortent, de l'ethnofascisme, et pour notre culture, pour notre société, c'est très dangereux, et c'est d'un relativisme incroyable de la part de nos aînés, de nos parents, de nos politiques, et on se demande, mais dis donc où nous sommes, nous nous retrouvons où là? Que tout cela se passe et que ça n'interpelle personne, bien au contraire, c'est attisé par ceux-là qui devraient être des conducteurs pour la jeunesse. Vraiment, M. Dipita, c'est une grande déception. Les jeunes sont un peu déçus et certains ont un sentiment soit de révolte, soit de repli. Et aujourd'hui, nous venons leur dire non, nous ne pouvons pas
replier, nous ne pouvons non plus nous révolter, mais nous devons choisir de monter d'un cran pour dire nous sommes là et nous pouvons même être plutôt cette torche-là qui éclairerait les égarés dans la nuit. Et évidemment, il n'y a pas meilleure occasion donc pour cette jeunesse de se mobiliser et faire son choix, de décider, puisque l'élection présidentielle est le rendez-vous de ceux qui font le choix. Est-ce que ceux que vous représentez sont suffisamment mobilisés autour des enjeux déjà de cette élection, mais évidemment, partant de l'avenir pour le Cameroun, est-ce qu'ils sont suffisamment conscients de ce que représente en principe le 7 octobre pour cette année et certainement pour les 7 prochaines années? Nous sommes plus que conscients. Nous sommes plus que conscients, d'autant plus que depuis 2017, nous avons commencé à poser un type d'action pour interpeller et pour certainement appeler ceux-là qui sont au sommet politique, s'il faut le dire comme cela, à regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. Parce que, voyez-vous, la question de la paix, pour nous, elle est centrale pour cette élection. Et c'est sur cette question que nous, les jeunes, nous avons décidé de nous porter. Nous avons mis les autres questions au second plan parce que la souffrance, l'endurance, c'est déjà notre quotidien. Nous voulons certes le changement, mais nous préférons un changement où, je dis, j'aime même pas trop ce mot, une amélioration de nos conditions de vie, voilà, dans un climat serein, de paix, de stabilité, parce que ce n'est que par ce moyen-là que nous pouvons nous développer, que les jeunes peuvent trouver véritablement la place qu'ils recherchent. Mais si cette question intéresse moins, ou alors permet à certains de se mettre juste en avant pour des questions politiciennes, embraser le débat, je dis, avec les miens, nous disons non. Donc nous sommes suffisamment aguerris. Et nous avons déjà pris le temps de mesurer le poids des décisions, ou bien des indicateurs ou des orientations que nous donnerons à la jeunesse à suivre. Parce qu'à cette jeunesse, il faut dire quelque chose, c'est que si nous n'avons pas un pays stable, nous sommes perdus. Ceux qui sont devant, qu'est-ce qu'ils perdent? Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont prendre leur vol, ils vont partir. Leurs enfants, ils vont les sécuriser. Mais celui qui lave la voiture là, sous votre immeuble, comment il fait? Celle qui se débrouille, Bayam Selam, comment elle est faite? Celui même qui va à l'école, comment il fait? Ce n'est plus possible. Nous avons fait le choix de la paix. Et la jeunesse républicaine a commencé donc à montrer des indicateurs là-dessus, parce que je vais vous dire quelque chose qui nous a le plus choqué et qui continue de nous choquer. Les hommes politiques, je m'adresse aux hommes politiques, ils me regardent. Ils font du débat de l'armée, la question de l'armée, j'ai envie de dire, un débat. Mais c'est incroyable. Vous avez vu ça dans quel pays? Les pays développés, les pays modernes, 100 fois plus que le Cameroun, avancés. Vous avez suivi qu'il y a des débats sur l'armée? Mais au Cameroun, on débat sur l'armée. Mais qui est prêt à sacrifier sa vie? Si nos égoïsmes nous plongent, parce que la corruption, c'est quoi? Ce sont nos égoïsmes. Si parce que les gens sont égoïstes, ils pensent donc que ceux qui acceptent de donner de leur vie, c'est un jeu? Non. Ça, c'est une embuscade qu'on veut tendre aux jeunes. C'est même un piège contre la jeunesse, dont on dit défendre. Parce que là, on veut nous envoyer à l'abattoir. Parce qu'un pays qui n'existerait plus, ça veut dire que les jeunes n'existeraient plus. Et vous avez vu les pays comme l'Angola, où il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes. Nous allons subir. Nous, on refuse ça. Nous, on dit non. Parce que depuis, on parle pour nous, mais nous, on a décidé de sortir du bois et de dire que vous qui nous regardez, chers jeunes, notre choix, c'est la paix. Et la paix, elle est incarnée. Jusqu'ici, les institutions du Cameroun, le gouvernement du Cameroun, l'État du Cameroun, tient bien la question de la paix. Le président Paul Biya, qui est là, je le félicite. Je suis petit, je suis jeune, je suis son fils, mais je félicite le boulot que le président Paul Biya fait pour ce Cameroun. Parce que voyez-vous, M. Dipita, je vais le dire aux Camerounais, ce pays est l'unique au monde, je dis bien l'unique, allez vérifier,
qui ait résisté à des assauts terroristes. Partout où les terroristes ont décidé d'entrer, ils s'y sont installés. Même si c'est dans un pan ou un bord du territoire, ils sont entrés et ils s'y ont installés. Mais au Cameroun, ils n'ont pas réussi. Vous avez tout à l'heure cité l'extrême nord, l'est, le nord-ouest, le sud-ouest. C'est pour dire que ce n'est pas des manœuvres aisées. Un terroriste ne vient pas chez vous en bon voyage. Vous avez vu du côté de l'extrême nord, les gens avec des engins de guerre de haute définition. Quand vous avez des chars, qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter ça? Des D7 du côté de l'Est. Quand vous avez ce type de matériel, ça ne se vend pas au marché. Mais que le Cameroun, depuis 2014, ça fait 4 ans, soit resté debout. Moi, j'ai eu la modeste chance de voyager. Oui. J'ai été, par exemple, au Rwanda. Je vois d'où ils sont partis. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont inspirés de la connaissance du Cameroun pour aller où ils sont là. Refaire leur système éducatif, c'est les Camerounais anglo-saxons qui l'ont permis. Et ils l'ont bâti en 4 mois. Ça, j'en ai discuté avec la vice-présidente du Sénat, directement. Du Rwanda. Du Rwanda. Quand vous avez ce type d'exemple, quand vous allez au Congo, depuis que le Congo il est là, le Congo est couché, le Nord Kivu, ça ne nous parle pas, c'est comme des belles histoires, vous regardez Tintin à la télé, mais je dis non, mais c'est assez grave. Donc il y a des choses qu'il faut savoir reconnaître quand elles sont bien faites, et je pense que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes de la société civile, ils doivent reconnaître ce que l'État du Cameroun fait pour que le Cameroun soit debout. Un autre indicateur, parce que nous sommes jeunes, pour dire que nous regardons, nous analysons. Est-ce que les fonctionnaires du Cameroun ne sont pas payés depuis 4 ans? Ils sont régulièrement payés. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis un petit débrouillard en entreprise privée. Vous me suivez? Mais depuis 4 ans, on paye les fonctionnaires régulièrement. Le 20, le 23, le 24, le 25, ils sont allés toucher leur sol. C'est des sacrifices. Et entre-temps, des projets essaient d'avancer. Mais on trouve que rien n'est fait au Cameroun. Le Cameroun, c'est le président qui a créé la crise. Mais je dis non, il faut qu'on fasse attention. Mais en même temps, on peut également faire sa part de 36 ans de bilan. Je veux dire que la jeunesse que vous représentez dans son ensemble n'est pas systématiquement sortie de l'auberge. On parlait du chômage, il y a des questions énergétiques qui se posent, il y a un certain nombre d'éléments dont on peut s'attarder. Mais je voudrais surtout revenir sur une conférence de presse. D'ailleurs, j'ai fait des recherches là-dessus, que vous avez tenue en décembre 2017. Oui. Où vous interpellez déjà, vous lanciez déjà des signaux, je crois que c'était ici à Douala, oui, sur un certain nombre d'éléments. Effectivement, parce que nous avons regardé la scène, on a commencé à tuer les hommes en tenue, le tissu économique a commencé à se désagréger. Il était déjà en berne du côté de l'extrême nord, il était déjà affecté du côté de l'est, mais du côté du sud-ouest, il commençait à se désagréger. Et on avait commencé, parce que ça n'existait pas. Ça avait justement commencé quelques semaines auparavant. On a commencé à assassiner les forces de défense. Et c'était grave. Et j'avais observé que ça indignait très peu de gens. Et nous nous sommes levés, nous avons dit, mais ça c'est encore grave. Parce que si ça n'émeut pas que celui qui nous protège, ceux qui donnent de leur vie sont assassinés, qui a un problème, et que le tissu économique, qui est la base même du développement, est en train de se désagréger, c'est très grave. Parce que moi, l'entreprise où je travaille, elle est totalement en difficulté. Mon patron, je ne sais même pas comment il fait pour payer des gens. On peut le citer, mais c'est dans quel secteur? C'est dans le secteur de l'industrie hôtelière et financière. Donc, vous avez des pans d'économie comme ça qui tombent, mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a les charges fixes. Vous devez toujours payer Eneo, vous devez toujours payer Camwater, vous devez même payer les impôts. Heureusement que le gouvernement trouve des moyens palliatifs, mais c'est combien de personnes au chômage? Et comment les familles font derrière? Et ça, on ne rigole pas avec ça. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous devons avoir le consensus. Que je ne vous aime pas, M. Dipita,
Si votre cravate elle est rouge, je dois accepter qu'elle est rouge. Et elle est d'ailleurs rouge. Et c'est ça le problème au Cameroun. C'est que même quand les gens voient la réalité, ils font fi. Et c'est un désastre. Aujourd'hui, vous avez vu dans notre association, nous parler des problèmes d'incivisme. L'incivisme, c'est aussi dû aux autres. Ceux qui sont nos aînés, ceux qui nous gouvernent même dans une certaine partie, ceux qui nous encadrent même dans les écoles. Parce que quand ça commence à déraper, nous on suit le rythme. Il faut essayer de recadrer les choses. Voilà pourquoi en décembre, nous avons ici à Douala mobilisé tous les médias nationaux et internationaux pour dire on ne devrait pas continuer comme cela. Vous avez vu les chiffres. En quelques semaines, nous étions à des milliards. Ça tombe, ça tombe. Et aujourd'hui, alors, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, nous avons commencé à émettre des signaux, à lancer un appel. Voyez-vous, quand vous êtes tout petit, même quand vous faites un appel, quelquefois, on ne vous regarde pas. Mais nous avons décidé d'abord de jouer notre rôle. Parce que le président de la République le disait dans son discours du 10 février, le patriotisme n'est pas une notion passéiste. Voyez-vous comment les Américains sont autant chauvins, les Français, les Allemands, les Britanniques. Notre chauvinisme au Cameroun, il est relatif. Quand ça vous arrange, vous êtes content d'être Camerounais. Quand ça ne vous arrange pas, vous dites, oh, ce pays-là. J'ai des frères camerounais, même dans ma famille, qui disent que moi, je n'ai rien à foutre avec votre pays. Un Bamileke à Paris reste un Bamileke. Un Ewondo à Washington reste un Ewondo. D'ailleurs, quand ils vont souvent s'exiler, pourquoi quand ils tombent, ils reviennent ici? Ils n'ont qu'à rester là-bas. Vous comprenez que tout le monde a une souche. Dieu a choisi que nous soyons ici, dans ce beau pays qu'est le Cameroun, ce triangle, cette Afrique en miniature. Un pays à la composante sociale indescriptible, une richesse. Alors, nous devons apprendre d'abord à nous aimer, apprendre à être vrai, apprendre à être sincère, que les enfants écoutent les parents, que les parents écoutent aussi les enfants, et que nos aînés soient notre lumière, notre chemin, parce qu'il y a aussi des soucis à ce niveau, et tout cela, on doit ensemble faire ce maillage qui va conduire au développement. Aucun développement n'est possible en mettant la jeunesse à côté. Heureusement, au Cameroun, on commence à prendre conscience de cela parce qu'il faut saluer aussi les efforts qui sont faits. Vous avez, par exemple, au niveau du Cameroun, le chef de l'État qui a mis le plan triennal spécial. Ça a commencé avec beaucoup de difficultés, il faut le dire. Vous avez évalué l'impact au niveau de votre structure? Oui, parce que je vais vous dire, j'ai été l'une des personnes qui a commencé à critiquer ce plan. C'était pas les observations de départ au fusil? Oui, on ne savait pas comment c'était financé, on ne savait même pas sur quelle base on prenait les jeunes. Oui, moi j'ai fait ce coup de gueule, une sortie médiatique. Que non, le chef de l'État ne peut pas donner une enveloppe de 102 milliards aux jeunes, sur 3 ans, 35 milliards et 30 milliards, et qu'à part la suite, on ne comprend pas, ça devient une chimère. Aujourd'hui, à quel niveau et comment est-ce que vous avez été impacté dans votre structure? Bon, dans notre structure, je ne vais pas le dévoiler ici, mais je sais que, je salue d'ailleurs le ministre, le jeune Bélan Béla, parce que sans nous connaître, pour les actions que nous avons posées, il nous a fait un grand cadeau. Je ne vais pas le dévoiler ici, mais ça témoigne de ce que, quand vous faites bien, et d'ailleurs le président l'a toujours dit, quand vous êtes un patriote, la nation reconnaissante. Et moi, par ce geste du ministre, le jeune Bélan Béla, qui nous a octroyé je vais appeler ça un sésame, sans que nous l'ayons rencontré, seulement sur la base de nos activités et tout, nous pouvons dire que les choses bougent. Donc ça, c'est un impact direct. Et derrière cela, il y a des jeunes qui sont avec moi, qui dégagent déjà un espoir pour les mois à venir, parce que ça va nous conférer certaines facilités. Il me souvient également que en début de cette année, je crois au cours de mars, oui. Vous avez effectué des descentes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Effectivement. Qu'est-ce qui vous motive? Bon, nous avons constaté que quand on allait sur le terrain, moi par exemple, je suis allé avec certains de mes compatriotes jeunes, il y a un discours qui commençait à se dresser. Il y a un discours qui se dressait. Francophone
dans francophone d'Em. Donc, il y avait des stigmatisations. Et ça donnait l'impression que les francophones étaient insensibles à la difficulté que nos frères des zones dites anglophones traversaient. Et nous avons donc jugé qu'avec notre association, nous allons les retrouver où ils sont en posant des actions surprenantes pour eux. Par exemple, en 2017, à Bamenda 2, en DOP, on a permis la reprise de la rentrée scolaire avec le concours de nos aînés qui a appuyé cette action parce que nous n'ayant pas des ressources, nous avons dit il faut qu'on fasse quelque chose. Cet aîné, M. Jules François, il a décidé de nous accompagner. 1000 kits scolaires à Bamenda 2. Vous avez distribué 1000 kits scolaires à Bamenda 2. Le maire Fidélis SDF qui est là-bas, incroyable, une incroyable réception. Nous avons fait idem 1500 en DOP. Je n'étais jamais allé là-bas avant. Et cette année L'année dernière. 2017, oui. Oui, j'y suis allé. J'ai passé des séjours. Et régulièrement, j'y vais. Mundemba. Je salue d'ailleurs Madame le maire qui est malade, qui se trouve du côté de Yaoundé en ce moment. On a permis à faire reprendre l'école là-bas aussi. Donc, ça, c'est des choses concrètement que nous avons faites pour dire à ceux-là qui pensent que nous sommes indifférents à leurs difficultés, que non, nous sommes des frères. Nous sommes du même sang. Parce que le sang qui a coulé pour cette nation, au travers de nos martyrs, les Ruben Oumniobé, les Wandje et autres, c'est ce sang-là qui constitue la mamelle pour le développement de notre pays. Et il n'est pas question que nous puissions voler à leur secours, ou du moins à leur cri de détresse. Et nous avons posé ces actions-là pour essayer de baliser. Et je peux vous dire que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et le temps nous donne raison, parce qu'il faut agir. Même quand vous n'avez pas les moyens, faites le geste le plus simple, de tendre l'oreille, de discuter, ça fait du bien. Et ça, nous l'avons fait. Et nous avons poursuivi. Nous avons poursuivi. Le 20 mars, nous étions à Boya, au 21e BIM, brigade d'infanterie motorisée, et nous remercions d'ailleurs le général Melingui qui nous a assuré une réception, une protection, le colonel. Il était en fonction. Oui, voilà. Et Boulou qui a été là. Et au prince Akbor de Manfé, parce que nous avons fait venir des populations de ces zones-là, à Ekiliwindi, à Manfé, et les villages environnants, pour les offrir ce que nous avions. Nous nous sommes cotisés, nous sommes partis de Douala, et grâce au général Sali, nous avons eu toute la logistique. Il a été surpris, il nous a dit, qu'est-ce que vous venez faire dans mon bureau? Je dis, on veut apporter un aide, on veut apporter un soutien. D'abord aux forces de défense, parce que nous avons observé quelque chose, M. Dipita. On stigmatise les forces de défense. Et ça a rendu la situation du maintien de l'ordre ou de la sécurité difficile. Parce qu'il y a un langage qui est parti. Les militaires tuent les civils. Si les militaires commencent à tuer les civils, on ne va plus exister parce qu'eux, ils ont les armes qui ont des balles. Alors, en une semaine, ils nous auront tous décimés. Et ce langage a prospéré. Et nous avons décidé d'agir, non seulement parce que les militaires au front, ce n'est pas évident, c'est difficile, mais vous savez ce que c'est le réconfort, ne serait-ce qu'au moral. Et nous avons choisi d'y aller, d'apporter ce que nous avons avec le cœur et de créer maintenant une relation armée-nation dans la véritable action même. Ainsi, ce que nous avons apporté, nous avons remis à l'armée. Et l'armée a pris une partie de cela, a remis aux civils qui étaient venus des villages. Et c'était à Boya. Parce qu'on disait personne n'y allait, c'était des zones infranchissables. Si vous y allez, tout de suite, on va vous kidnapper, on va vous assassiner. Nous sommes allés. Que bon, si c'est les pleurs, pleurons ensemble. Si c'est la mort, qu'elle nous prenne tous. Mais nous sommes allés, nous sommes revenus. Et ce geste-là a été fort apprécié. Aujourd'hui,
j'ai pu rallier Manfé plusieurs fois, grâce au prince, parce qu'on est avec ces populations. Et le climat a commencé à redevenir serein. Il est d'ailleurs entre l'armée et ses populations. Donc, il faut agir. C'est que ces dernières semaines, la situation tend à se tendre à nouveau, vous me redire. Oui, c'est vrai, parce que les gens veulent créer la surenchère autour de l'élection présidentielle. Parce que nous, à notre association, avec les indicateurs que nous avons, nous sommes convaincus, nous sommes conscients que c'était de mettre le Cameroun en difficulté. Peut-être qu'il n'y a même plus de présidentielle. La preuve, sur vos antennes, sur votre plateau, sur ce fauteuil rouge où vous me recevez, il y a plein qui ont dit qu'il faut repousser l'élection présidentielle. Mais allez voir ce qui s'est passé chez les autres. Mais il faut que les exemples des autres nous parlent. Parce qu'à chaque fois, on veut créer l'exception camerounaise dans le mauvais sens. Ça veut dire que ce qui est bon, on ne copie pas, mais on essaye de s'inspirer de ce qui est mauvais pour ériger en quelque chose de bon ou de modèle. Je dis non. Même les gens les plus aboutis intellectuellement, on les voit glisser. Mais qui ne viennent plus parler à notre nom. Parce que nous, au moins, ce que nous, on a choisi de défendre, c'est de défendre notre avenir. Nous, on veut défendre notre avenir. Moi, je veux avoir une famille bien constituée où les enfants vont à l'école, où je les vois grandir. Et si Dieu me bénit, je vois comment ma fille ou mon fils se marie et travaille. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas juste des moyens de positionnement parce que la crise que nous vivons, elle sert aussi de prétexte pour certains. D'aucuns sont devenus des grands champions de télé et tout. Ils font ici le matin, l'après-midi c'est là et le soir ils se couchent sur l'autre chaîne. Mais qu'est-ce que ça apporte au débat? Qu'est-ce que ça apporte aux solutions que nous voulons? Nous voudrions que le Cameroun reste comme il était. Alors, je vous ai entendu surfer aussi bien sur cette forme de dénonciation, cette jeunesse qui en veut, qui en redemande, qui est dans le besoin. Si. Mais cet autre discours de reconnaissance vis-à-vis du président sortant, Ouais. On se croirait dans un opportunisme, dans un positionnement très opportun d'ailleurs, puisque nous sommes également à la veille de la campagne, ce qui me suscite ce léger soupçon. Lequel? D'opportunisme. Si nous étions opportunistes, nous n'aurions pas commencé par faire toutes ces actions que je vous ai citées, ça fait 2 ans. Ok. Nous ne sommes pas opportunistes. Nous avons décidé de nous situer au cœur des choses. Parce que nous sommes importants dans le dispositif, mais on ne nous prend pas en compte. Moi, je le dis, plein de ministres, tu leur demandes une audience pour leur apporter une information ou suggérer quelque chose, on ne te reçoit pas. Les directeurs généraux. Mais ce qui est paradoxal, c'est que chacun le fait à son niveau. Quelqu'un est dans son petit bureau, il se croit président. La preuve, le Cameroun est l'unique. Moi, je le dis aux jeunes, quand je parle avec les miens, quand on fait des assemblées, je suis très dur. Je dis, nous tous, vous avez vu un pays où tout le monde s'appelle président. On est président dans un bar, on est président, tout le monde est président au Cameroun. Qu'est-ce que ça donne d'être président? On veut des gens qui travaillent, pas des titrologues. Des gens qui reçoivent, des gens qui font avancer des dossiers. Et c'est tout ça qui dérange le Cameroun, même en rapport avec cette élection présidentielle. Tout le monde veut être président. Il n'y a pas d'école de président. Mais président, c'est aussi quelque chose qui vient de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Salomon dans la Bible, l'histoire de David. Mais on est tous dans les églises, mais on ne comprend rien. La preuve, aujourd'hui, on a plein d'églises réveillées. Ou dites de réveil, appelez ça comme vous voulez. Tout le monde veut être premier. Moi, personnellement, je ne veux pas être premier. Je veux être un acteur avec les miens qui essaie de situer la condition jeune. J'aimerais, par exemple, que dans ce pays, et ça c'est un appel que je lance moi personnellement au chef de l'État, parce que je l'ai vécu et j'ai trouvé ça magistral. Pourquoi on ne ferait pas une conférence de la jeunesse au Cameroun? Parce que quand vous êtes avec des jeunes, vous êtes surpris. J'ai été un des miens qui est venu me voir avec une application qui pourrait faire en sorte que par rapport au plan d'urgence humanitaire, qu'on puisse collecter des donations, des dons, à partir d'un... ces blogs, ils appellent ça, je ne sais pas... C'était incroyable. Il m'a expliqué ça pendant 2 heures et nous y avons travaillé. Et il continue de travailler. Ça veut dire que tout Camerounais, où qu'il soit, parce qu'il a un numéro de téléphone, peut contribuer. Les 13 milliards que l'État recherche pour aider nos frères qui sont en difficulté, on peut les avoir.
on peut les avoir. Et nous avons fait des, comment on appelle, des simulations. Donc vous voyez qu'on a des solutions, mais il faut qu'on nous prenne en compte. Que les gens ne viennent pas parler pour nous, qu'ils nous demandent qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous souhaitons. Et à quel niveau vous situez le blocage vis-à-vis de vos initiatives? Et éventuellement, quelles sont les suggestions que vous pourriez en faire pour que cela aboutisse, évidemment? Moi, je dis déjà qu'au niveau des blocages, les blocages se retrouvent au niveau d'une grande bureaucratie qui est même au niveau du secteur privé. Hein. Parce que même quand vous avez des initiatives salutaires, vous vous retournez vers des gens du secteur privé. Parce que je ne vais pas vous le... C'est un engrenage général. Oui, je ne vais pas vous le cacher, mais il y a des sollicitations que nous avons entreprises, auprès même des gens du secteur privé. Mais vous êtes surpris, vous arrivez chez quelqu'un, vous vous dites, on a un problème, on aimerait. On ne vous exige rien, sinon votre contribution volontaire ou votre apport. Mais il réussit quand même à vous dire que, allez me monter un projet qui... compliqué encore. Donc vous voyez, c'est facile de jeter la pierre à l'autre, mais quasiment nous tous, nous faisons la même chose. Et au Cameroun, moi, je pense qu'il faut qu'on s'exorcise, pour ne pas dire qu'il faudrait qu'on fasse notre propre introspection. Ce n'est pas pour dire que les Camerounais sont tellement mauvais, mais nous voulons que les choses s'améliorent, mais que chacun commence à s'améliorer lui-même, ou qu'il travaille dans son service. Vous allez dans un hôpital, l'infirmière traîne le pied pour vous recevoir. Vous allez même pour faire un envoi d'argent, on vous toise. C'est mauvais partout. Il faut que nous changions de mentalité. Parce que ça aussi, il faut qu'on se le dise. Je le dis aux jeunes. N'allez pas croiser les bras, vous croyez qu'on va faire pour vous. Personne ne fera pour vous. La preuve, si on décrit la corruption, si on décrit le népotisme et tous ces vices-là qui tendent à nous importer, parce que nous aussi on les aime. Vous voyez comment les jeunes boivent. Est-ce que c'est normal? Vous voyez comment la jeunesse fume, comment elle se prostitue. Ce n'est pas pour les stigmatiser, mais c'est pour vous dire qu'on ne s'en sortira pas comme ça. Ça fait l'affaire des autres. Parce que si on est sous là, les autres, ils vont trouver moyen de se jouer de nous. Donc, on doit changer notre disque. Et ça interpelle tout le monde. Et à partir de là, injecter ce que nous avons de merveilleux, c'est notre génie. Les Camerounais, nous sommes ingénieux. Partout où je suis passé, on vous dit, vous, les Camerounais, vous êtes incroyables. Vous arrivez en Allemagne, ce sont des Camerounais. En France, ce sont des Camerounais. À Liège, ce sont des Camerounais. Mais les Camerounais sont incroyables. La preuve, ils sont incroyables dans le bon et dans le mauvais sens. Ça aussi, il faut le leur dire. La raison, elle est toute trouvée, non? Nous sommes en pleine crise. Nous sommes en pleine crise. Mais ce sont nos frères qui sont là. Parce qu'ils ont imaginé des stratégies de banditisme international pour nous foutre dans la merde. Tout ça pourquoi? Pour la part du gain. On pense trop à nous. Nous sommes trop individualistes. Nous sommes trop égoïstes. Ce n'est pas bon. On doit changer. Partageons comme le Christ. Multiplions nos efforts ensemble. C'est pour ça que je vous parlais. Tout le monde veut être président, tout le monde veut être ceci. Chacun veut qu'on le voie. Mais est-ce que c'est ça le bonheur? Un autre thème, pour reprendre la célèbre phrase où vous dites aux jeunes, ne vous demandez pas ce que votre pays fait pour vous. Faisons. Mais demandez effectivement. Vous ce que vous faites pour votre pays. Je le dis, mais en même temps, nous devons avoir la garde haute. Ça veut dire quand ça ne va pas, on peut dire que ça ne va pas. Ne mourrez pas avec une cravate qui vous étrangle et vous dites que vous êtes beau. Non. Mais alors, travaillons. Soyons responsables. Et je salue en cette occasion ce que la jeunesse camerounaise est en train de faire. Parce que, dites-vous bien, et ça je vais le révéler sur vos antennes, parce que c'est arrivé jusqu'à mon association, il y a des gens, pour ne pas dire des personnalités, importantes, qui pensent que pour que ce Cameroun change, il faut qu'il tombe. Ils sont venus, ils nous ont porté ce discours parce qu'ils veulent enrôler les nôtres. Je ne parle pas des choses tirées des cheveux. J'ai dit, nous avons été avec eux. Ils nous ont reçus. Des Camerounais qui ont des nationalités étrangères.
avec des Camerounais qui sont ici, dont certains aspirent à diriger ce pays. Je vous comprends dès bien. le 7 octobre. Vous parlez du discours de la déstabilisation. Mais je ne parle pas déstabilisation en précisant à travers une insurrection. Je me souviens de 2008, parce que vous étiez certainement déjà à STV2. Bien sûr. Et je me rappelle que c'est depuis vos bâtiments que vous montriez... Le 4e étage. Voilà, vous montrez cette rue. Les gens voudraient qu'on repasse là. Nous, on vous dit, vous vous êtes trompés. La jeunesse républicaine vous dit non, vous n'allez pas nous trouver. Ça n'a rien à voir avec le politique. Mais ça a à voir avec la marche de ce pays. Et ça, comme on cache les choses aux jeunes, moi, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Mais alors, la vérité, si je la connais, je le dis aux jeunes. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut nous affranchir. Beaucoup ne comprennent rien dans ce qui se passe. Beaucoup n'y comprennent absolument rien. Nous ne sommes pas dans un débat politique. La preuve, c'est les mots que vous reprenez ici. C'est viral sur Internet. Ethnofascisme, quel est le Camerounais? Allez chercher le dictionnaire, est-ce que ça s'y trouve? Mais ça a été créé au Cameroun. Et ça fait un désastre. On s'insulte. Je suis Bamileke, Bamilekong, je suis un quoi, je suis ceci. Tchoboupot, je suis Anglo-Bami, c'est quoi ça? C'est quel pays? C'est très grave. Nous, on dit on ne veut pas de ça. Si on est pauvre, je préfère mourir avec ma pauvreté, mais être digne, que d'aller me sacrifier pour des gens demain qui ne reconnaîtront même pas ce que nous avons fait. Parce que quand on parle, M. Dipita, permettez, on parle de la politique, vous voyez, vous aidez quelqu'un, vous l'aidez à monter. Quand il monte, il roule dans son Prado, il vous éclabousse. C'est généralement ce qui se passe. Vous croyez donc qu'ils vont s'inventer des nouvelles personnes demain, donc ils vont devenir nouveaux demain? Mais non. Nous, on veut des gens qui agissent. Et en agissant, c'est d'abord dans votre famille, dans votre entreprise. Il y a ceux qui sont chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils payent leurs employés? Est-ce qu'ils ont des bons salaires? Est-ce qu'ils sont assurés à la CNPS? Il faut qu'on se regarde en face. Nous, on voudrait voir nos conditions s'améliorer. Et c'est ce que tu fais qui t'identifie. Ce n'est pas ce que tu dis seulement. Mais les gens disent beaucoup ce qu'ils ne font pas. Parce que la force de la parole, elle a aussi l'art de la tromperie qui s'y cache. Et nous, nous sommes là comme une lanterne. Nous veillons désormais. Nous disons aux jeunes, chers jeunes compatriotes, chers frères, la paix, c'est ce qui est garant de notre développement. À partir de là, quels sont vos moyens de pression? Quels sont vos moyens pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre auprès de tous les acteurs que vous citez, qu'ils soient des gouvernants, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient, on a vu le clergé quand même assez entreprenant sur un certain nombre de sujets, qu'ils soient de l'opposition. Quels sont vos moyens de pression, vos moyens d'action? Comment est-ce que vous déployez pour que ce discours assez frappant essaye de rentrer dans les oreilles des décideurs? Nous avons deux moyens. D'accord. Le premier moyen, c'est au travers des projets. Nous fonctionnons à travers les projets. Ça veut dire que nous ne sommes pas une association, on se réunit, on dit qu'on est ensemble, on se cotise, on dit qu'on va aller à gauche et tout. Nous concevons des projets. Donc tout ce que nous déclinons à la Bourassa sous forme de projet. Et nous interpellons tous ces gens. Je vais vous surprendre, même le clergé. Même le clergé, ils nous prêchent l'évangile tous les jours. Mais quand vous leur demandez du soutien, ils ne vous reçoivent même pas. Hein. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est les choses, je dis, et pour des questions dont ils défendent. Mais on est en pleine hypocrisie. On est en pleine hypocrisie. Je suis conscient qu'il y a des brebis galeuses partout. Peut-être il y a des gens qui affichent mauvais comportement. Mais je pense que la bienséance voudrait quand même que dans ce pays, quand vous souhaitez rencontrer quelqu'un, et par la pertinence de ce que vous voulez évoquer avec lui, dont il a connaissance préalablement, qu'il vous reçoive. Mais les gens vous ferment la porte. Donc, nous avons ce canal de la proposition
Et nous avons des espaces, comme les nôtres, comme les vôtres, mais qui ne se limitent pas juste à Mondovision, à venir parler à la télé, mais nous essayons de sensibiliser. Mais la meilleure sensibilisation pour nous commence d'abord par les jeunes. Parce que nous n'allons pas aller combattre contre des gens, excusez le mot, hein, ce n'est pas un combat dans le sens pur du terme, mais nous n'allons pas aller choquer avec ces gens-là parce que nous avons besoin d'eux. Mais nous nous sommes dit, le discours d'éveil des consciences, il faut le faire passer à notre niveau. Et chemin faisant, la masse critique, avec la force de proposition que nous incarnons, pourra faire bouger les choses. Parce que quand vous apportez, quand vous proposez des choses qui sont positives, petit à petit, on va s'intéresser, petit à petit, il y aura un regard. Et c'est ça. Moi, je dis, le changement, il n'est pas totalement rapide, hein. Il prend aussi du temps parce qu'il y a aussi des forces qui peuvent le ralentir. Voyez-vous, par exemple, au Cameroun, beaucoup est fait au Cameroun. Si je dis aux gens qui disent que rien n'est fait au Cameroun, je leur dis mensonge. Mensonge. Je prends un exemple très simple. La dialyse au Cameroun coûtait 100 000 il y a quelque peu. Ça coûte 5 000 francs. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème d'insuffisance rénale qu'on ne se sent pas concerné. Voyez-vous, les antirétroviraux, voilà, pour les sidéens, c'est gratuit. J'ai dans ma famille des gens qui ont été tuberculeux. C'est gratuit. Mais c'est l'État qui paye. On vous dit, mais l'État paye tout cela. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais elles ne sont pas du tout dites. On ne les explique pas. Les jeunes ne comprennent que là-dedans parce qu'on fait tout même pour les cacher encore cela. Il y a des routes qui sont construites. Le corridor San Melima Djoum, une route incroyable. Il ne reste que quelques kilomètres à raccorder. Vous allez moi, j'ai vu Arabe Contractor, je me suis trompé de chemin, j'allais à Ebolova. Je me suis retrouvé en pleine forêt, j'ai vu une route, je ne sais même pas, il n'y a pas ce genre de route ici à Douala, qu'on est en train de faire entre San Melima et Ebolova. Donc, il y a des choses. Vous allez ici à Manfé, Kumba Manfé, 150 km. Ce que les Chinois ont fait là-bas, moi, je n'ai jamais vu ça au Cameroun. Un pont de plus de 2000 km élevé à plus de 700 mètres de hauteur. Un pont de plus de 2 km, vous le dites. Je dis de plus de 2 km, un pont. Donc, il y a des choses qui sont faites. Mais on vous dit, rien ne va, tout est noir. Ceux qui sont là pour nous gouverner, ils ne font rien. Non, ce n'est pas vrai aussi. Il y a des choses qui font mal. Nous sommes contre la corruption, contre le népotisme, le clientélisme. Cette histoire de frères du village, nous sommes contre. Mais quand on fait des choses, acceptons qu'on fait. Quand il y a aussi des choses qui ne vont pas, comme Douala et la voirie urbaine à Douala, c'est quand même n'importe quoi. Il faut le dire, la voirie urbaine à Douala a des soucis. Mais il y a aussi beaucoup qui est fait. Il y a de l'eau, l'énergie a des problèmes, comme vous avez dit, mais il y a des barrages qui sont construits. Donc il y a des choses, il faut qu'on ait la notion du relativisme. Sinon, vous ne pourrez jamais pardonner à votre frère. Mais nous allons à l'église tous les dimanches. Pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont dans d'autres confessions religieuses en semaine, on nous apprend quoi? Le pardon. Et le pardon part déjà de la notion de relativisme. Se dit que l'autre peut faire mal, il peut se tromper, il peut faire une erreur. Donc, mais nous, c'est la catastrophe, parce que ça ne vous arrange pas. Il y a même des gens qui se plaignent, ils ont tout. Ils se plaignent, ils ont tout. Et que dira-t-on de ceux qui n'ont rien? Ceux qui n'ont rien. Mais comment vous financez tout cela? C'est très simple. D'où vous viennent les fonds? Je veux dire que, vous l'avez d'ailleurs dit une ou deux fois, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de... Est-ce que cette fébrilité ne vous laisse pas à la portée de tout individu C'est une très bonne question, M. Dipita. Et c'est là où nous sommes en train de réussir le pari. Parce que là, par exemple, je suis avec des leaders là qui sont là, vous les avez vus, on se cotise. Et on a un mécanisme, on ne cotise pas le genre où on va mettre 1000 francs tous les mois ou 2000 par membre, non. On décide de faire un projet.
même s'il coûte 5 millions. Parce que nous avons des projets qui sont allés à ces montants-là, voire plus. On se dit, toi, quelle est ta capacité financière? On va le faire dans 5 mois ou dans 4 mois. Moi, je peux dire, je donne 100 000, 200 000, l'autre donne 20 000, l'autre donne 25 000. Et chemin faisant. Et derrière, si dans ce mécanisme-là, certains ont des amis, ils souscrivent. J'ai des amis qui nous ont aidés beaucoup. Je préfère voir M. Dipita et dire, M. Dipita, je suis en train de faire ceci, est-ce que tu peux nous aider? Il y a des gens, parce que je me suis rendu compte que quand vous allez trop demander aux gens, les gens croient que vous êtes un mendiant. Ou alors que vous voulez utiliser ça à des fins, je ne sais pas trop comment le décrire. Donc on se cotise et on réalise nos projets et ce n'est pas du tout facile. Pas du tout, c'est très compliqué. Mais nous sommes animés par une chose, non seulement l'amour pour notre pays, l'amour pour ce que nous faisons et la flamme du partage. Parce qu'il faut partager avec les autres pour qu'on avance soi-même. Et nous sommes une diversité de forces. Et quand vous mettez différentes forces, ça vous donne la force. Et c'est ça la jeunesse républicaine, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais apprendront à connaître. Nous, on n'a pas de compte, hein. Qu'on va dire, parce que c'est une histoire, non. On s'assoit, on dit, ça, il nous faut 5 millions. Mais on va pas, c'est pas pour demain. C'est dans 3 mois. On commence à travailler, on commence à travailler, on commence à travailler. Et on arrive à faire ces choses, ces petites choses que vous avez vues là. Et avec certaines personnes qui nous font confiance. Vous savez, quand vous dites les noms des gens, on va dire, vous faites leur publicité et tout, mais ce n'est pas le lieu. Elles se reconnaissent, ces personnes. Et nous leur disons merci. Parce que Dieu est magnifique. Tout ce que vous faites de juste, M. Dipita, je l'ai expérimenté. Dieu vous accompagne, vous ouvre toujours au moins une porte. Quelqu'un qui décide de comprendre ce que vous dites, parce que c'est pour l'intérêt, soit général, soit de la nation, et il souscrit à votre idée ou à votre projet. Il y a des philanthropes, ils existent. Mais qu'on n'aille pas toujours croire que c'est pour des intérêts voilés, c'est pour, voilà. Parce que quand vous faites du bien, celui à qui vous faites du bien, il le reçoit. Il le reçoit. Et nous, nous sommes des jeunes. Mais nous disons surtout que nous le faisons, mais nous devons exister naturellement parce que nous sommes là. 65% de la population, c'est la jeunesse. Comment on peut faire? On ne considère pas que les jeunes sont là. Mais ce qui nous réjouit, c'est que les signaux sont déjà là. Parce que quand nous avons, par exemple, observé le remaniement du 2 mars, on a vu des jeunes. Vous avez quelqu'un de moins de 40 ans qui est CED. Avec mes petites recherches, je sais ce que ça pèse, ce poste au Cameroun. Être un patron à ce niveau à la défense et avoir moins de 40 ans, c'est à saluer. Et ce sont des indicateurs. Et nous commençons à les décrypter. Nous nous disons, non, non, ne restons pas toujours là. Que les vieux là viennent nous raconter leurs belles histoires, leurs diatribes. Ils sont certes nos professeurs dans les amphis, managers ici. Mais non, 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 il faut que nous soyons tout à côté. Hein. Parce que la relève aussi, elle doit se faire. Mais elle doit se faire dans des conditions républicaines, normales et même naturelles. Parce que n'allez pas discuter le siège de votre papa quand il vit encore, alors qu'il a bâti, il a pris le temps. Et Dieu l'a mis à ce niveau. Et vivant encore, vous voulez avoir son siège, je dis aussi. Même si nous sommes dans la République. Alors, je demandais tout à l'heure vos moyens de mobilisation, parce que j'ai également pu observer que vous avez organisé une marche pour soutenir l'armée au mois de mars, dans le même état d'esprit. Effectivement. Nous avons ce que j'appelle des leaders. Nous fonctionnons avec des leaders. Qui sont repartis par pôle, par région? Oui, juste. Ils sont par pôle, par secteur. Je prends un cas. Ici à Douala, vous avez des leaders estudiantins, vous avez des leaders dans les quartiers, vous avez des leaders associatifs. Nous les prenons, nous essayons de les faire comprendre le discours, nous les cooptons, on se retrouve ensemble. Ça fait que quand nous voulons faire, chaque leader vient avec le petit qu'il a, mis ensemble, ça fait un bouquet. C'est aussi simplement que nous mobilisons. Aussi simplement. Et je dis, nous sommes la plus grande dynamique qui dépasse tous les clivages. Parce que vous trouvez du tout dedans.
du Béti, du Bamileke, les gens de l'extrême nord, les gens du nord-ouest, du sud-ouest, du sud, et il y a du tout dedans. De tous les âges, parce qu'il y a des gens qui ont 45 ans qui sont avec nous. Donc, c'est vraiment notre approche, parce que nous nous disons, plus on rassemble large, avec un seul idéal, qui est la République, il est plus facile, parce qu'il faut mettre les gens en action. Et les gens, par moment, ils ont beaucoup de génie, ils ont beaucoup de capacités, mais ils ne sont pas mis en action aussi parce qu'ils ne connaissent même pas comment se mettre en action. J'en vois à l'université, des gars qui sont en 4e année, mais voilà. Donc, il faut les doper un peu et ils vous sortent ce qu'ils ont dans le ventre. À quel endroit vous situez-vous par rapport, par exemple, au Conseil national de la jeunesse, qui est davantage une structure institutionnelle, Oui. Qui est bien structurée, voilà. Voilà. Je salue d'ailleurs Madame la Présidente. Je lui dis un bonsoir. Donc, le Conseil national de la jeunesse, c'est une structure républicaine que l'État a mis sur pied. Mais, pour tout vous dire, nous, on a une approche totalement différente. Nous pensons véritablement dans ce pays qu'il ne faut pas être dans l'administratif. Nous devons être dans la dynamique d'action. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est bon ou il a une idée, il faut le booster. Parce que la lenteur, quand le président l'a d'ailleurs critiqué dans l'un de ses discours, le chef de l'État, voilà, la lenteur des dossiers. Parce que tout le monde voudrait que ce soit moi, ça passe par moi. Il faut respecter ça. Si je veux faire quelque chose, je tiens à informer, comme dans quelques jours là, le Conseil national de la jeunesse est saisi, ici dans le littoral, et tout. Donc, on ne les ignore pas. Mais je ne vais pas me mettre à leur solde, parce que je ne suis pas à leur solde. Je ne veux même pas faire comme eux. Vous avez votre champ d'action. Oui, mais je respecte ce qu'ils font. Et je me définis par rapport aussi à leur champ. Mais je ne fais pas comme eux. Je ne suis pas obligé de faire comme eux. Donc, il y a cette marque de différence. Parce que vous êtes d'accord avec moi que pour susciter les génies, il faut les laisser s'exprimer. Absolument. Oui. Et c'est des petites choses qu'il faut régler au Cameroun. C'est des petites choses simples. Hein. Ce pays a besoin de petits ajustements, tout simplement. Et boum, ça part. Parce que si vous qui voyagez, M. Dipita, vous trouvez 3500 ingénieurs en Allemagne, vous arrivez en France, autant. Imaginez que vous libérez un peu les énergies, que les gens... Mais c'est une création incroyable. Et c'est ce qu'il faut au Cameroun. Les gens, ce qui préoccupe les gens, c'est moi. C'est moi le président. C'est moi qui dois donner mon sceau. On te dit, oh, jamais, c'est merveilleux. Et je vais vous dire quelque chose. L'association que j'ai créée, il y a une personne à qui j'ai parlé de cette association quand on commençait à la créer. On ne va pas citer les contemporains. Oui, c'est une dame que vous connaissez très bien, qui est à la 5e. On ne va pas citer les contemporains. Je ne la cite pas. Ça, j'en ai conscience. Mais elle m'a dit, j'en ai écouté, j'en ai vu, mais je suis à 1000% avec vous. C'est ce genre de choses. Rien que ça nous a boosté. Parce que vous voyez, parfois, quelqu'un vient, il est dans le désespoir, où il se dit que ça, on peut le faire. Mais s'il trouve un discours qui le bloque, il tue quelque chose qui pouvait être une lumière. Donc, nous pensons qu'il faut libérer les énergies. Nous pensons qu'en tant que jeunes, on doit toujours être avec le Conseil national de la jeunesse, parce que c'est la structure d'État, mais que chacun apporte son authenticité. Toujours est-il que la réalité nous rattrape. Le Cameroun vit quand même des heures d'instabilité, oui. On l'a dit. Et par rapport à cela, quelle est l'approche, éventuellement l'apport? Parce qu'une jeunesse qui ne travaille pas, une jeunesse qui ne va pas à l'école, est effectivement la porte ouverte à toutes les dérives. Alors quel est donc l'apport, quelle est l'approche que vous avez face à une situation comme celle-là? Comment vous contenez vos jeunes? Comment vous les encadrez pour ne pas tomber dans la dérive? Quel est le regard vis-à-vis de tout cela? Non, c'est faire des images croisées. D'accord, c'est-à-dire? Les images croisées, ça veut dire, prenez ce qui se passe chez les autres, tout ce qui s'est passé chez les autres, et ramenez ça au Cameroun. Et définissez-vous dans votre avenir. Parce que
Le jeûne, c'est quoi? C'est demain. Absolument. Oui, mais son demain, la question qui devrait surtout se passer, c'est comment? Et quand on vous fait poser cette question vous-même, hein, vous définissez comment vous l'entrevoyez. Et quand vous l'entrevoyez, donc, généralement, c'est de façon positive parce que c'est avec beaucoup d'espoir qu'on on entame son avenir ou qu'on le scrute. Vous prenez donc une image d'à côté. Vous leur dites, regardez. Et c'est là où ils commencent à se retenir. Donc, en fait, c'est beaucoup de sensibilisation. Parce que je dis souvent aux gens, les gens parlent du Cameroun, mais les grands pays sont tombés. Regardez la Syrie. Quand les Syriens, il y a la foi syrienne ici, souvent à Douala, elle est aussi à Yaoundé. Regardez ce qu'ils produisent comme richesse. Mais elle est en lambeaux, la Syrie. Avec l'une des armées les plus performantes au monde. Elle est en lambeaux. L'Égypte, parmi les 15 puissances militaires, la place Tahrir parle à tous les Camerounais. L'Égypte n'est pas tombée. L'Égypte est tombée. La Tunisie, ces pays-là, ils ont du mal à se relever. La Libye, c'est que quand on le dit, peut-être on l'explique mal. C'est la raison pour laquelle je dis, ils sont mieux que le Cameroun. L'indice de développement humain, plus élevé que le Cameroun. Les armées, plus équipées, plus performantes que le Cameroun. Mais elles sont tombées. Et les jeunes de là-bas, ils ont eu pour autant des meilleures conditions après? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La preuve, le président de la République a dû dépêcher des charters pour aller récupérer nos frères en Libye. Vous avez reçu, j'ai pleuré quand j'ai vu l'un que vous avez reçu ici sur votre plateau, quand il racontait son supplice. Donc, que les gens ne pensent pas que cette question qui est à nos portes, parce qu'elle est à nos portes, le danger, il est là. Pour ne pas dire qu'il est dans la maison. Vous comprenez? Absolument. Il nous interpelle. Mais ce que nous devons davantage faire, c'est d'avoir le discours de paix. Certains gens disent qu'on ne mange pas la paix. Moi, je vous dis, si c'est la paix, là, il faut la manger. Il faut la manger. En entrée, en plat chaud et en dessert, mangez la paix. Rappelez-vous du discours du chef de l'État, hein, en septembre 2017. Il a dit au Perron des Nations, à la tribune des Nations Unies, nous sommes les mendiants de la paix. Tous. Moi, j'ai été en France. Et ce qui m'a frappé là-bas, c'est la première fois d'ailleurs. C'est ici, c'est arrivé ici après. Je veux me connecter dans un cyber à Lyon. On me demande un message, mon numéro de téléphone. Et ça me renvoie un code. C'était la première fois, j'étais surpris. Mais au Cameroun, quand j'étais parti du Cameroun, j'entrais juste avec mon code. C'est pour dire quoi? Les autres ne badinent pas avec leur sécurité. Parce que c'est la paix se porte sur la sécurité. Et dans nos idéaux de notre association, nous évoquons la question de la sécurité collective. Parce que ce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent, c'est que la sécurité est d'abord collective. Ce n'est pas une affaire du chef de l'État. Ce n'est pas une affaire de l'armée, c'est d'abord une affaire de nous tous. C'est pour cela que quand un bandit vous dérange au quartier, si vous ne le dénoncez pas alors que vous le connaissez, même les forces de sécurité auront du mal à faire leur boulot. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous devons nous-mêmes intégrer. Et nous devons sensibiliser que tout, sauf la paix, tout sauf les débats sur l'armée, on ne doit pas en faire. Moi, je trouve ça incroyable qu'on fasse des débats sur l'armée. Si les gens qui organisent des débats sur l'armée, quand ils seront présidents, qui vont les protéger? Ils vont donner les instructions à qui? Ils vont donner les instructions à qui? Parce que s'il faudrait qu'on prenne, on aime prendre les exemples chez les autres. On a vu Chirac sortir les CRS quand il y avait les manifestations. On a vu Sarkozy le faire. On a vu Hollande le faire. Mais Macron, il le fait. Ça veut dire qu'il y a les instruments de l'État pour garantir un certain nombre de choses. Et ça, au Cameroun, on trouve que c'est les instruments de trop parce que ça a fait ceci ou ça a fait cela. Non, il y a des choses sur lesquelles nous devons nous-mêmes changer notre discours, rectifier le tir. Parce que quand vous émettez ce type de gène, ça contamine ceux qui ne sont pas aguerris.
Tout le monde n'est peut-être pas comme moi. Parce que les gens vont dire, moi je me renseigne, j'étudie, je recherche. Je ne viens pas ici raconter des histoires empruntées chez les autres. Des choses que j'ai cherchées ou que j'ai touchées ou que moi-même j'ai été porteur d'actes pour que ça puisse édifier, ça puisse renseigner les autres. Et c'est à partir de là qu'il y a un changement. Parce que le changement, c'est d'abord une question de conscience aussi. Hein. Alors, nous sommes, on va finir dans un peu plus d'un quart d'heure. Nous sommes la veille, on l'a redit, suffisamment dit, depuis le début de l'émission, de l'ouverture de la campagne présidentielle. Oui. Il va pleuvoir des discours, Si. dès samedi. Il y aura des meetings tous les jours. Les médias vont faire des relais. Les jeunes seront fortement à l'écoute. Effectivement. Les jeunes, souvent inconscients, parfois conscients, Oui. très souvent mineurs, mais des jeunes électeurs aussi, vont évidemment se laisser aller pour certains dans ces discours-là. Si vous avez des appels, des messages à l'intention des 9 candidats, vous choisirez, vous pourrez les citer nommément un par un, Oui. ou vous pouvez globaliser. Oui. En tant que jeune, vous venez de faire une synthèse quand même qui reflète relativement ce que les jeunes peuvent ressentir, peuvent espérer, peuvent croire. Que dites-vous à ces messieurs qui veulent prendre la responsabilité du Cameroun au soir du 7 octobre? Je leur dis déjà que je profite de cette occasion pour dire que samedi, dans un jour, Oui. un jour et demi, Le voilà, 22. le 22, j'organise une grande mobilisation autour d'accord. de la paix, voilà, qui s'appelle le contrat social. Ok. Mais le contrat social aussi avec un homme, parce que c'est le rendez-vous de l'histoire, parce que le Cameroun est à un tournant. Et D'accord. cela pourquoi? Parce que nous avons scruté. S'il faudrait commencer à parler à chaque candidat, je ne sais pas par qui je devrais commencer. Peut-être vous allez m'aider là-dessus. Peut-être Franklin Difford, je commence par celui-là. Je pense que c'est un pasteur Oui. et il doit s'occuper de la pastorale. Honnêtement. Il a eu la révélation, dit-il. Oui, tout le monde. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, pour sauver le Cameroun, il faut que ce soit toi. D'abord, le Cameroun n'est pas à sauver. Le Cameroun, c'est une continuité à bâtir. Okay. Et je profite justement pour vous dire quelque chose. Tous les discours, on va changer. On change quoi? Et c'est le problème encore qui se pose au Cameroun, permettez-moi, M. Dipita. Vous commencez à construire une route, votre prédécesseur arrive, au lieu de poursuivre la même route, il décide d'aller créer sa part de route. Entre-temps, celle qui est ici se dégrade. Et on recommence. Moi, je dis au président de la République, c'est dans ça que nous sommes embourbés. Si les gens continuaient les bons projets qu'ils ont trouvés, le Cameroun serait loin. Si quand un trou se creuse dans une route, on le ferme tout de suite, on ne dépenserait pas des milliards, comme c'est le cas à Yassa. On ne dépenserait pas des milliards. Bon, vous en avez profité pour ouvrir la brèche au président de la République. Vous le ferez tout à l'heure. On était avec le pasteur. Après le pasteur, on va prendre peut-être le candidat de l'UDC, Adamou Damdjoya, vous le direz? Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. C'est un monsieur qui est pondéré. C'est un républicain. Et je pense qu'il a une grande expérience. Et son expérience peut toujours servir. Parce que quand vous observez ses projets, son approche, voilà. Donc, c'est un monsieur qui est conscient d'un certain nombre de choses. Mais qui, pour lui, les questions de développement, si elles vont dans le sens de la décentralisation, hein, vont beaucoup l'arranger. Parce que lui, il veut rendre son environnement sain, soyeux, bien. Et mon petit avis, je pense qu'en dépit du fait qu'il soit candidat, il n'aspire pas véritablement à être... à la façon suprême. Ouais. Garga Manadi. Garga Manadi, c'est un intellectuel chevronné. J'aime ce monsieur. J'aime son franc-parler. J'aime son intégrité. Il aime le Cameroun, ce monsieur. Et je pense que c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Et ma foi, le Cameroun a besoin de ce type de personnes. Son expérience. Donc, c'est un monsieur bien. Serge Espoir Matomba.
Je l'aime, il est très simple, il est intelligent, il D'ailleurs, est un jeune. brillant. Oui, c'est un jeune, je l'aime et il a été à la marche républicaine. Je le remercie. Il est venu soutenir l'armée. Donc, il y a des facettes chez ces hommes qu'il faut apprécier. Il est très intelligent. Faire un bon président? Mais, Peut-être. bon président, il n'y a pas de mauvais président, à mon avis. Il n'y a pas de mauvais président. Mais je pense que la statue présidentielle, c'est une grande étoffe, surtout le Cameroun. Il n'est pas aussi facile que les gens pensent qu'il est. Hein. Il n'est pas aussi facile. Donc je pense que pour les jeunes, ça c'est à l'avenir, c'est un homme d'avenir. Maître Akeremouna? Maître Akeremouna, j'ai eu une belle image de Maître Akeremouna cet après-midi. Ah, d'accord. Et cette image, c'était quoi? Maître Akeremouna qui remettait le prix du lauréat. À l'image qui a circulé Oh, sur, oui. Non, mais ça, c'est sur les réseaux. C'est important Pas de forcément le dire. pour l'encenser. Oui, non, il faut dire les choses, parce que je Absolument. ne vais pas faire certaines révélations ici, mais je Le pense concernant? que, oui, Ok. mais je pense que quand Encore que vous ça aurait pu être avez, l'occasion, mais bon. vous avez su louer les classes d'un homme, vous ne venez pas demain dire que c'est le pire. La question est de se poser, est-ce lui ou vous qui est le pire? Allez-y répondre. Ça me paraît un peu énigmatique ce que vous dites là. Oui, mais c'est vrai. Bon, j'aurai certainement le temps de discuter avec les ancêtres pour faire le décryptage. Euh, à côté de Maître Akeremouna, on a le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, c'est un brillant intellectuel. Mais moi, personnellement, je veux le dire, hein, le professeur Maurice Kamto n'a pas pris position sur la question de la paix de façon forte. Et bien plus, il a critiqué l'armée. Je trouve ça désastreux. Je trouve ça désastreux. On ne peut pas critiquer une armée. J'ai vu ses posts, j'ai vu ses sorties. Je dis, c'est très grave pour quelqu'un qui aspire et qui a géré un conflit. Il sait ce qu'il y a dans un conflit. Et que le Cameroun se trouve où le Cameroun est là, que le professeur ne daigne prendre une position forte. Ah ben, moi je dis, si pas la meilleure posture qu'il devrait avoir. À côté de, ou du moins après le professeur Maurice Kamto, le candidat du SDF, Joshua aussi. Joshua aussi, c'est un homme intelligent. C'est un homme intelligent, il faut le reconnaître. J'adore son côté bilingue. J'adore son côté bilingue. Et bon, il vient d'apparaître comme un postulant à la présidentielle. Son parti, c'est le deuxième parti au Cameroun. Le Cameroun doit compter avec lui. Pour l'avenir ou pour maintenant? Le Cameroun doit compter avec lui. Quel que soit le tournant. Oui, bon, peut-être pour les années à venir. Cabral Libi. On en a parlé déjà? Non, je ne pense pas. Cabral Libi, intelligent, il suscite de l'espoir. J'aime ça, j'aime son courage. Mais honnêtement, Cabral est encore... il lui faut des classes. J'observe que sur justement ceux qui paraissent être les plus jeunes, vous parlez en termes d'espoir, c'est-à-dire en termes pas de 2019 dans tous les cas. C'est juste un commentaire hein, qui est d'ailleurs... Oui, mais il faut se le dire. Hein. Nous sommes des jeunes et il ne faut pas faire un langage très voilé. Je pense que l'intelligence de Cabral, elle est importante, mais il faut faire des classes. La fonction présidentielle, moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Mais la fonction présidentielle, c'est quelque chose d'assez important. Et le Cameroun, c'est un pays tellement complexe qu'on ne résout pas sous un coup de baguette magique. Voyez-vous, par exemple, vous arrangez une route au Cameroun, ce n'est pas pour féliciter ce qui se passe, mais on vous amende quand même. Parce qu'on vous dit que c'est l'Amérique qui aurait dû faire. Vous voyez que le Cameroun, il faut prendre le temps de connaître le Cameroun. Il faut vraiment prendre le temps de connaître le Cameroun pour
essayer de pouvoir impulser certaines choses ou même de les mettre en place. Il faut maîtriser les dossiers. Il faut être au fait des dossiers même. Maîtriser, ça vient après, mais il faut être au fait des dossiers. Devrais-je citer le dernier? Je ne sais pas à quel niveau on se situe. Bah, on est au niveau du dernier. Je pense que j'ai fait le tour des 8 de l'opposition. Paul Biya? Honnêtement, je vais dire que Paul Biya, c'est l'assurance tout risque du Cameroun. Ah bon? Oui. C'est même la solution unique. Non. Si. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que le président Paul Biya a une expérience à nul autre pareil. Quand je vous ai pris la question de la crise, que depuis 2014, nous y sommes englués, il faut un manœuvrier pour s'en sortir. Certains ici connaissent ce que le président fait, mais ne le disent pas. Moi, permettez-moi, j'ai pu me rendre compte, par mes recherches, détournées. Même quand j'étais à l'étranger, il y a des choses que j'ai pu suivre du président. Vous avez d'ailleurs vu le président Kagame qui disait dans l'une de ses interviews que si un problème vous dépasse et que vous recherchez la solution, allez voir le président Paul Biya. Ce n'est pas juste des mots, c'est la réalité. Parce que quand vous voyez le niveau de développement du Rwanda, par exemple, j'ai fait tout le pays là-bas, vous êtes surpris? Et si quelqu'un qui a pu si faire Kagame ça, est venu prendre la solution au Cameroun, pourquoi le Cameroun lui reste dans cet état? parce que le Cameroun est complexe. Oh. Le Cameroun est très complexe. Et ça, les gens ne le disent pas. En fait, on ne nous dit pas que le Cameroun est complexe. Parce que, regardez, je le dis aux Camerounais, jusqu'en 2010, 2011, il y avait qu'une cimenterie au Cameroun. Vous pensez que pourquoi on ne pouvait pas construire une cimenterie? Je veux dire que la jeunesse ne s'imagine-t-elle pas un Cameroun sans Paul Biya? Non, mais bien, le Paul Biya, le président, il passera comme tout le monde. Mais il y a ce qu'on appelle le contexte, pour ne pas dire les circonstances du temps. Le Cameroun a un tournant très délicat. Les gens qui veulent nous faire tomber se réjouiront de venir boire notre sang. Et pour cela, il faut manœuvrer. Il faut manœuvrer. Et le président est en train de manœuvrer. Aujourd'hui, nous avons l'une des armées les plus respectables. Ce n'est pas tombé de nulle part. Nous avons quand même un pays qui est en chantier. Regardez le pont sur le Vouri. Chantier depuis 36 ans aussi. Hein. Bon, ça, vous pouvez le dire. Je vous le concède. Mais moi, j'étais plus critique même. Je vous dis, la première fois que moi, j'ai pris le temps de suivre le président Paul Biya, c'est ce discours-là qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. C'était le 10 février 2016. Vous me suivez? Parce que moi, je trouvais que ça va même pas bien. On souffre. Vous croyez qu'au Cameroun, pouvait vivre avec 100 000? Vous ne pouvez pas vivre. C'est très compliqué, c'est dur. Mais il faut qu'on regarde la réalité en face. La réalité, c'est notre demain. Et le demain immédiat, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens regardent le demain en termes de lointain. Parce que immédiat, là, c'est que si ça tourne mal, on dérape. Et si on dérape, on a tous perdu. Voilà pourquoi je parle de l'assurance tout risque. Et il y a des choses qui sont faites. Parce que quand quelqu'un pose des actes, il faut voir. Il ne parle pas beaucoup, ce monsieur, mais regardez bien. L'autoroute est de son côté. Vous voyez les hôpitaux qu'on construit à Bafoussam. Donc il y a des choses qui se font. Mais c'est que, comme chacun est de son point, il analyse différemment. Il y a des gens qui n'ont jamais traversé Bonabori, s'en foutent que le pont soit là. Mais c'est les chefs d'entreprise qui connaissent l'impact de Bonabori sur l'économie. Parce que quand ça ne fonctionne pas là, les industries ont des difficultés. Les transporteurs ont des difficultés. Alors pour finir, hein, si vous avez un mot à dire à cette partie de la jeunesse, Oui. dans le nord-ouest, sud-ouest, d'abord qui est victime? Victime parce qu'elle ne peut pas aller à l'école. Victime parce qu'elle ne peut plus aller au marché, s'alimenter. Parce qu'elle ne peut plus s'épanouir. Mais également cette autre jeunesse qui en face s'est sentie, selon des arguments qu'elle avance, obligée de prendre les armes contre la République.
Déjà, il faut... À ces deux jeunesses-là, ce sera le mot de la fin. En un mot, que diriez-vous? On a 2 minutes. Déjà, on ne vous oblige pas à prendre des armes, c'est un choix. C'est un choix libre. Et ils ont décidé de prendre ce bord. C'est regrettable, mais ce que nous devons leur dire, c'est qu'ils reviennent à de très bons sentiments, à la maison. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? C'est que ce sont leurs propres fils, filles, parents qui subissent le choc. Maintenant, aux autres jeunes, je dirais tout simplement qu'ils cultivent le sens de la tolérance et le sens du dialogue. Que nous enlevons, nous les Camerounais, que je suis Bamileke, je suis anglophone, tu es francophone, que l'on cultive l'idée du patriotisme dans son sens le plus profond. Nous sommes des Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes des Camerounais. Ce n'est pas une parcelle de terre qui fait de toi différent de l'autre, tant vous avez une histoire commune. Et ça, que les gens le comprennent une fois pour toutes, nous avons plutôt une nation à construire dans notre diversité, et chacun avec ce qu'il a comme valeur et richesse. Parce que si on vous donne votre richesse, il y a des pays qui sont riches, mais si on vous met en vase de clos, vous faites quoi de votre richesse? Le monde aujourd'hui, vous voyez, il est numérique. Vous m'avez cité tout à l'heure les informations que vous avez sur moi, parce que vous êtes certainement allé sur Internet et tout et tout. Donc le monde est devenu global. Donc on ne peut donc plus avoir des réflexions passéistes. Donc nous appelons la jeunesse du sud-ouest et du nord-ouest à revenir à des bons sentiments, à redevenir républicains, parce qu'ils sont travailleurs. Ils sont travailleurs. Et c'est des gens bons à vivre. L'Indien, les Ewondjé, tous ces gens-là, ça fait du bien d'être avec eux. Moi, quand je vois la danse du Nord-Ouest, je suis toujours fasciné. Quelquefois, j'aime faire le pas de danse. Et c'est là où vous vous rendez compte, juste pour terminer, nous avons tous une histoire en commun. Et personne ne pourra nous départir de cela. Vous avez été la voix de la jeunesse ce soir. Nous sommes heureux évidemment de vous avoir entendu, écouté. Mais le message n'était pas destiné à nous à titre personnel. On espère que ceux à qui le message est destiné, c'est d'ailleurs pour ça, c'est ça notre rôle, le relais. À ceux qui sont candidats, à ceux qui sont électeurs, à ceux qui sont censés au quotidien assurer le fonctionnement de la République. On espère que votre message est tombé dans leurs oreilles. Merci, merci d'être parti de Yaoundé. Bon retour sur Yaoundé. Merci, je vous remercie. Et je dis à la jeunesse, votons pour la paix. Absolument. Cela dit, mesdames et messieurs, c'est également l'occasion pour nous d'annoncer que votre émission va faire un léger break. Actualité oblige, dès ce samedi, nous allons rentrer dans une programmation assez spéciale des éditions d'information autour de la campagne présidentielle. Et ce sera jusqu'à toute la période post-électorale, l'entretien, carte sur table, 7 hebdo, la nuit du sport, la presse refait le match. Et j'en oublie, évidemment, vont rentrer dans les arrières pour quelques semaines seulement. Nous reviendrons bien après cela. Mais vous aurez place dans un ensemble de programmes qui vous seront déroulés au fur et à mesure que cette campagne se déroulera au Méridien. Bonsoir et à la prochaine édition de Entretien avec. Merci, cher ami.